Bonsoir. Donc Benoît qui vient nous présenter Mune, un long métrage en compétition que j'imagine que certains d'entre vous ont eu le grand plaisir de découvrir cet après-midi. Donc Mune, on le voit, le résultat, c'est un vrai long métrage d'animation avec un univers et une animation très exigeante. On va en parler un peu plus tard, mais vous êtes passionné de cinéma et d'écriture, mais pourtant l'animation, c'était pas du tout le point de départ pour vous. C'était pas le point de départ de ce film, mais il y avait une envie de faire de l'animation. Il y avait une envie de faire de l'animation parce que j'avais rencontré à l'époque mon co-réalisateur qui s'appelle Alexandre Boyan, qui venait des Gobelins et qui venait de faire un court-métrage qui s'appelait La Migration Bigouden. Et à partir de ce court-métrage, il a été embauché par DreamWorks pour travailler sur Kung Fu Panda. Et je m'étais dit, quand même, il se passe quelque chose avec l'animation dans le côté connexion avec l'international. Et je me suis dit, comment moi je peux faire partie de ce rêve, d'élargir les horizons, parce que j'avais envie de ça. Et je me suis dit, l'animation, je ne sais pas dessiner, passons par l'écriture. Et j'avais effectivement écrit un court-métrage à l'époque en live-action qui parlait d'un personnage qui décrochait la lune, un peu dans un univers plus Terry Gilliam. Je m'étais dit, c'est impossible à financer en court-métrage, donc j'avais laissé de côté. Et d'un coup, en me disant, mais en animation, ça devient les prémices d'une histoire. Et à partir de là, je me suis dit, je vais reprendre l'idée de base de ce court-métrage, d'un personnage qui décroche la lune, et je vais le développer dans un univers que seule l'animation permet de faire. Donc, débridons l'imaginaire, et ça a créé un monde avec une nouvelle mythologie et où tout ce que l'imaginaire pouvait permettre dans le budget du film, on l'a fait. Et vous l'avez bien fait. Donc vous venez de le dire, le point de départ, c'était plutôt un court-métrage. Vous avez développé un univers scénaristique hyper riche, très foisonnant, mais qui a lui-même évolué avec vos collaborateurs. Je sais que notamment c'est Nicolas Marlet qui a fait les personnages. Vous avez travaillé avec Aurélien Prédal et Rémi Salmon pour la direction artistique. Alexandre Boyan, bien sûr, qui était le co-réalisateur. Comment est-ce que toutes ces personnalités et leurs différents parcours, puisque vous venez de le dire, vous n'êtes pas issu de l'animation, comment est-ce que vous avez ensemble fait évoluer le projet, notamment les personnages, et notamment, je sais qu'il y a eu des choses qui ont dû être aménagées dans le script, avec les temples notamment. Ouais, alors ça c'est... vous avez 2 heures devant vous. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Moi, la problématique vertueuse, c'est comme moi, j'étais à la base de scénariste, je suis devenu co-réalisateur du film, mais je viens pas d'un univers graphique, je sais pas dessiner. Donc j'avais pas la problématique d'ego de dire c'est mon univers, mon personnage, mon univers. Moi j'arrivais avec... Toute l'histoire était racontée, était décrite. Je rencontre Nicolas Marlet, qui est le créateur de Kung Fu Panda. Je lui dis, voilà, Mune, moi je l'imagine... longiligne avec des grands yeux bleus avec un duvet bleu, mais voilà, je sais pas quelle tête il a en vrai, mais je voudrais qu'il soit poétique, je voudrais qu'il ait de la candeur et qu'il y ait de la douceur dans le personnage, et il dessine un premier sketch qui s'approche à peu près de ça, et d'un coup on se dit ouais, c'est génial. Et pareil pour Sohon. Enfin, c'était à chaque fois, moi, j'ai servi d'alimentation. J'alimentais l'imaginaire de gens qui sont les génies graphiques, qui après, ils s'en inspirent, et puis après, ça devient une conversation, une collaboration. Ça, c'est pour le coup, je crois, la base, mais que ce soit en animation ou en live, c'est de la collaboration. Je suis pas acteur et je travaille avec un acteur et j'alimente son personnage. Et c'était de la même façon. On a, voilà, chaque personne qui venait se nourrissait de ça, et je pense que c'était le côté vertueux du fait que je vienne pas de l'anime, c'est que d'un coup pour eux je réfléchissais pas de la même façon et je leur amenais des idées qu'ils n'avaient pas forcément eues, et c'est là où je dis il n'y a pas d'ego, c'est qu'ils les amenaient mais tellement plus loin, ils les nourrissaient tellement plus fortes que nous derrière on les réutilisait pour nourrir aussi notre narration. Donc c'était on a eu de la chance, toutes les collaborations se sont faites de façon très vertueuse, et avec Alex pareil, et donc on a nourri et enrichi le film au fur et à mesure. Le film qui a été fait assez rapidement, je pense. Oui, 7 ans de la vie, c'est pas grand-chose. Et donc ça, c'est cette notion de durée. Donc en tant que réalisateur, évidemment, on est le moteur d'un projet. Mais en gros, si on vous avait dit au début du projet, vous en avez pour 7 ans, est-ce que vous auriez... et vous allez devoir passer par toutes ces étapes et toutes ces années de travail, est-ce que vous auriez foncé ? J'aurais eu plus peur, parce que moi, en fait, je présente le scénario au producteur, ne venant pas de l'animation. Le producteur me dit, le scénario est génial, je veux le faire, mais c'est toi qui le réalise.
Moi, je m'écroule parce que je connais rien et je me dis, mais je sais même pas comment on fait un film d'animation. Je sais comment on fait un film live, mais pas un film d'animation. Donc, effectivement, ça faisait beaucoup d'inconnus. On m'aurait dit à ce moment-là, en plus, tu vas en avoir pour 7 ans. La vraie question, c'est, tu vas en avoir pour 7 ans, mais à la fin, c'est ce film-là. Oui, bien sûr, je signe à nouveau de la même façon et je refais. Enfin, ça a été principalement une belle aventure. C'est vrai que le temps s'est dilué beaucoup et ça n'a pas été que simple parce qu'il a fallu financer le film. C'était pas la partie là, mais qui est la partie traditionnelle de tous les gens qui font des films, qui est la partie douloureuse, c'est toujours le financement. Mais la fabrication même du film, créer cet univers-là, ça a été principalement du bonheur. Donc oui, avec plaisir. Après, la deuxième question, c'est est-ce que je rembrayerais sur un film d'animation? Pas tout de suite. Bah, vous avez quand même un projet déjà, je pense, un nouveau projet dans les cartons avec Alexandre. Alors, en fait, moi, pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que j'avais un film d'animation que je devais réaliser, que j'ai écrit, et que finalement, par un tour de force, je vais faire en live action, finalement. Ah bon? Ouais. Et c'est un peu le switch inverse. Le switch inverse, ouais. Parce que d'un coup, le budget est divisé par 3. Et même le challenge en technique, en plus, très intéressant à d'autres niveaux. Bon, ça n'a rien à voir avec Mune, parce que c'est plus un univers référencé dans notre monde. Mais donc voilà. Par contre, effectivement, avec Alex, on repart sur un film d'animation, alors que lui va réaliser seul cette fois, mais qu'on a écrit ensemble et qui est aussi sur un monde, j'en dis pas beaucoup, mais sur la création des étoiles, on va dire. Voilà, donc on reste dans le céleste, on restera dans le céleste en tout cas. Donc pour revenir à Mune et aux grandes étapes de travail sur le film, je sais qu'il y a toute une partie de la production qui s'est réalisée au Canada. Ouais. Ça a duré 1 an et demi. Peut-être parler de cette étape-là. L'étape canadienne? Ouais. Tu veux dire l'étape où j'étais pas? Oui, c'est ça. Ça m'intéresse beaucoup. Enfin, moi, j'étais resté en France sur l'étape Canada. Moi, je m'occupais du montage principalement. Je revenais pour faire des polish de montage et de son. Le Canada, en fait, quand le film est parti au Canada, c'est pour ce qu'on appelle la fabrication, donc tout ce qui était animation, lighting rendu. Et le sound design et le mix s'est fait là-bas. Et nous, en France, on gardait la musique à ce moment-là. Donc en fait, c'est Alexandre qui a géré cette partie-là. Quand le film est parti, on avait fini ce qu'on appelle, ce que vous connaissez tous peut-être, l'animatique 2D. Donc en vrai, le film était fini. Parce que nous, on n'a pas fait ce film comme le font les studios type Pixar ou Disney, qui se permettent, parce qu'ils ont l'argent de le faire, de continuer à modifier le film pendant la fabrication. Nous, on savait qu'on avait un budget qui était conséquent pour un film français, mais qui est anecdotique pour un film américain. Il fallait que le film, une fois qu'on est dans le dur, une fois qu'il y a 200 personnes qui bossent dessus, on n'est que sur des problématiques techniques, on n'est plus sur des problématiques artistiques. Donc l'animatique 2D, le montage 2D, le film, aujourd'hui, tel qu'on le voit, par rapport à l'animatique 2D, il y a 5% de différence. Donc tout ce qui était storyboardé et monté, c'était le film. Et du coup, Alex était au Canada, il travaillait avec les animateurs. Alex étant lui-même donc animateur, c'est ce qu'il faisait sur Kung Fu Panda. Bah, c'était bien sûr sa place de prédilection. Et puis moi, je récupérais les plans tous les 3 jours. Il me les mettait sur un FTP, je les regardais. Je skypais avec Alex 2 fois par jour pour suivre la production. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on travaillait. Puis sur certains moments clés, donc quand il a fallu finir de verrouiller le montage, moi je revenais passer 15 jours avec un œil frais pour finir de tweaker les choses. Et pendant ce temps-là, on travaillait avec Bruno Coulet sur la musique en France. Donc c'était voilà, on était sur 2 continents, mais on était tout le temps ensemble, quoi. On dormait pas beaucoup du coup, parce qu'on était sur des horaires décalés, c'était un peu compliqué. Et en tout, c'est sur les différentes étapes du film, est-ce que vous pouvez estimer le nombre de personnes qui ont été mobilisées C'est un peu difficile à dire, parce qu'il y a aussi le son qui prend beaucoup de monde, mais en gros on doit être 200 quoi, sur le film. Toute étape confondue, sachant qu'il y a eu des périodes où pendant 1 an on a été 3, qui sont les étapes où on pose la direction artistique, donc le fondamental du film. Donc c'est assez étonnant. Il y a des moments où c'est en ébullition totale. Et toute la partie française, donc on arrive avec l'animatique 2D loqué, donc qui est toute l'étape où on fait tout le design, toute la lumière, toute la direction artistique, tout le début de la modélisation. On n'était pas très nombreux, on était 15, 20. C'est au Canada où ça a été vraiment... où là d'un coup c'est l'équipée militaire.
Mais au début, en fait, il y avait vous tout seul, à moins que vous soyez plusieurs dans votre cerveau, ce qu'on pourrait croire quand on voit à quel point l'univers est foisonnant. Comment est-ce que ça se passe? Un jour, on se dit, non seulement je vais raconter l'histoire d'un petit personnage qui est Mune, et puis autour de lui, il va y avoir tout ça. J'ai l'impression que dans le film, le moindre personnage a lui-même tout un univers derrière, il y a tout ce rapport au soleil, la lune, voilà, c'est énorme. Donc, comment est-ce que ça commence et surtout comment est-ce que ça s'arrête quand on est dans un imaginaire aussi débridé? Ouais, alors ça, effectivement, le secret, c'est de savoir s'arrêter. Ça, c'est pour le coup le truc un peu délicat dans l'animation, c'est que ça pourrait ne jamais s'arrêter, comme c'est du dessiné. C'est vrai que venant du live ou quand on est sur un tournage, il y a un moment, la fin de la journée, c'est la fin de la journée, la fin du tournage, c'est la fin du tournage, point. L'animation, c'est un peu plus complexe que ça. Après, l'idée, c'est quand même aussi de poser une grammaire. Et ça, c'est le scénario, c'est la Bible. Donc, une fois qu'on a posé une grammaire, on savait très bien qu'il y avait. On nous dit souvent, mais il y a des mondes qui ne sont pas traités dans le film. Il y a des endroits du monde qui posent question. On aimerait en savoir plus. Oui, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de ce film-là. Bien sûr, on pourrait. Mais Mune, on avait quand même. Ça, c'est un autre facteur de l'animation. Il fallait que le film fasse 80 minutes. On faisait pas 3 heures. On n'est pas Avatar. On n'est pas Star Wars. Donc, on peut pas raconter tout de sous-intrigues, donc ça déjà ça limite de fait. Après, ce qui est intéressant, c'est que finalement c'est foisonnant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais moi quand j'ai écrit ce film, comme je venais du live, je me suis dit qu'est-ce qui se passe si je crée un monde, et étonnamment ça s'est fait en 2 jours. J'ai écrit une quinzaine de pages. J'ai pas écrit le script, j'ai écrit une quinzaine de pages sur un gardien de la lune, c'est quoi? Il est la nuit, il va être dans la forêt, il va être proche des animaux, ça va être la candeur, ça va être la poésie, ça va être l'observation. Si je vais du côté jour, qu'est-ce que ça va être? Ça va être plutôt l'arrogance, ça va être plutôt la fierté, ça va être j'ai envie de briller. Donc j'ai déjà mes 2 gardiens, donc il me faudrait quelque chose au milieu. Tiens, je vais mettre un personnage féminin au milieu. En fait, c'est assez logique, ça devient une sorte de mécanique. Et si elle est au milieu, quelle pourrait être sa caractérisation? Parce que je m'étais dit, ça va être un univers, du coup, je voulais que ce soit autour de l'écologie, autour de la nature. Donc je vais travailler sur les matières. Tiens, il faudrait que les matières fassent sens par rapport au personnage. Donc Mune, on va être dans la fragilité, on va être dans le côté nocturne, on va avoir le côté duvet. Côté jour, Sohan, s'il doit être proche du soleil, il faudrait qu'il soit indestructible, donc en ambre ou en fer. Au milieu, qu'est-ce qui est fragile par rapport au soleil? C'est la cire. La cire, ça peut fondre. Donc d'un coup, on a une poupée de cire, etc. En fait, donc c'est une mécanique d'esprit où à chaque fois, je me disais. Donc après, il y a des personnages qui sont pas dans le film, mais par exemple, à un moment, ils allaient chercher, comme le monde était plongé dans la nuit, ils allaient chercher l'armée des ombres, les ombres étant le négatif, le pendant négatif des personnages. Enfin, il y a eu des choses qui sont pas restées, tu vois. Mais par exemple, Phospho, il y a un moment, il faut aller chercher le magicien, le gars sage. Qu'est-ce qui brille dans la nuit même s'il n'y a pas de soleil? C'est ce qui est phosphorescent, même s'ils n'ont jamais vu le soleil. Enfin, c'est juste une mécanique où on se remet à réfléchir au monde tel qu'on le connaît. On se dit, par rapport à cette logique jour-nuit et par rapport à cette logique des matières, le personnage méchant, comment on traduit la méchanceté et la colère? Ça va être le feu, ça va être la lave. Tiens, c'est une éruption volcanique, c'est un volcan. Enfin, du coup, s'il était gentil autrefois, qu'est-ce que c'était un volcan quand c'est le pendant inverse du volcan? C'est quelque chose de fleuri, parce qu'effectivement, après la lave, les fleurs. Enfin, c'est logique, c'est mathématique. Ça a l'air effectivement assez assez naturel pour vous, mais c'est oui, d'accord. Oui, c'est facile, sans doute. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à notre invité? Vous pouvez la poser en français, hein. Où sont les enfants? Parce que les enfants, tout à l'heure, ils avaient plein de questions. Mais justement, vous avez utilisé plusieurs fois le terme de mécanique. Je vous ai entendu dire, en préparant cette interview, je vous ai entendu parler de mécanique de l'émerveillement. Et je trouvais ça assez joli. Et notamment, quand vous écriviez ce film, il était, j'imagine, très tôt destiné à un public familial. Ouais. Comment est-ce que vous projetiez ça, cet émerveillement qui est celui des enfants, qui allait être celui des enfants et qui se vérifie en salle? Pour l'avoir vu, moi, à l'époque, dans une salle scolaire, j'avais l'impression que vous étiez un peu des rockstars, quoi. Les gamins, ils étaient déchaînés et très, très vigilants sur les questions, les détails. Voilà, comment est-ce qu'on écrit pour ce public-là et comment est-ce qu'on vit la réception à l'arrivée du film par les enfants?
Alors c'est marrant, je sais pas si j'ai parlé de mécanique d'émerveillement parce que c'est vrai que ça devient antinomique. Si, je vais retrouver le lien. Ouais, moi j'ai dit une bêtise alors. Non, l'émerveillement pour moi, alors pour le coup, c'est le premier enfant à émerveiller, c'est soi-même. C'est-à-dire que moi, quand j'écris le film, quand je réalise le film, je le fais avec un regard d'enfant, je le fais avec mon cœur d'enfant. Et si moi je suis pas touché, si moi je me dis quand j'étais gosse, j'aurais été touché, si je me dis ça marche pas, je lâche, je passe à autre chose. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup battu sur le film. Notamment, j'avais un moment, il y a eu des débats parce que c'est quand même un film qui coûte cher et on donne pas autant d'argent sur des gens qui sont pas connus, sur un film qui est pas connu, qui n'est pas une licence aussi facilement. Et moi, je me battais. La valeur fondamentale de Mune, je disais, c'est la poésie. Aujourd'hui, poétique, c'est pas l'argument le plus marketing ever. Hein. Donc je disais ouais, mais Mune, s'il est réussi, si on arrive à véhiculer la poésie que j'ai en tête, qui est une poésie relativement universelle, qui est en gros la même qu'on avait dans E.T. par exemple, même si je me compare pas à Spielberg, mais voilà, ce côté sincère, si on y arrive, les enfants, ils vont être dedans parce que les enfants, ils sont pas dans une logique de ils ont besoin d'action, ils ont besoin juste d'être touchés, d'être émerveillés. Et ça, c'est d'ailleurs un des premiers plans qui est sorti du film. Un des premiers plans rendus du personnage avec ses grands yeux et son attitude, et on a montré ça à tous les gens en costard-cravate qui avaient l'échec, et ils ont dit ok, d'accord, on a compris, parce que voilà, c'est véhiculer l'émotion la plus intangible finalement, c'est ça, c'est la poésie et c'est l'émerveillement. Faire rire, faire pleurer, il y a des artifices qu'on peut utiliser avec plus ou moins de subtilité, plus ou moins d'intelligence. L'émerveillement, c'est un peu plus délicat, quoi. Donc la première qualité, enfin la première mécanique peut-être, c'est d'être sincère en fait, et c'est d'être sincère en tant que créateur et de s'entourer de gens. Aussi, nous, quand on embauchait un artiste sur le film, on disait il est munien lui, c'est bien, on peut le prendre. Et à chaque fois, il y avait cette petite poésie dans le regard de notre interlocuteur, où on voyait qu'il était, c'est bon, il était sur la lune aussi. C'est ça, moi, c'est pour ça que j'avais compris ça très positivement, mais c'est peut-être le terme dialectique de l'émerveillement qui était peut-être plus une dynamique d'émerveillement, en tout cas entre vous, parce que je sais que quand on vous entend parler de vos collaborations, on sent que toutes et tous les personnes qui ont été impliquées dans ce film l'ont fait avec aussi sans doute ces âmes d'enfants qui vibraient, même si ça peut être cheesy de dire ça, je pense que c'est très vrai. C'est ultra délicat, dès qu'on parle de poésie, de faire avec le cœur, on a l'impression d'être dans la guimauve, mais ouais, mais en même temps c'est la plus belle des valeurs qui soit. Moi j'ai grandi avec Chaplin et voilà, je trouve que ça n'a pas vieilli, sa notion de l'émerveillement. Je trouve que les bons sentiments, ça marche aussi quand c'est fait avec justesse et avec sincérité. Et nous, on voulait ça, quoi. On voulait aussi qu'il y ait de l'action, qu'il y ait de l'aventure, qu'il y ait tout ça, mais la première, voilà, la base, c'était la poésie et faire rêver. Je veux dire, on parle quand même du Gardien de la Lune, c'est dans le titre. Voilà, c'est une très belle image pour terminer cette interview, à moins bien sûr que l'une d'entre vous ait une question, oui. Vous parliez de dualité dans l'histoire, lune, soleil, nuit, jour. Et moi, je n'ai pas encore vu le film, mais quand je regarde les deux petits personnages là derrière vous, je vois effectivement encore une dualité, parce que quand je regarde les oreilles, je dis souris, mais quand je regarde le museau, je dis chat. Chat, souris, c'est nuit et jour. Tandis que l'autre, là, je vois un oiseau et araignée. Donc les araignées sont aussi les proies des oiseaux, comme les souris sont des chats. Est-ce que c'est voulu par le dessinateur ou c'est tout à fait... Alors, dans les animaux, il y a plus que de la dualité, il y a un vrai mix multivitaminé. Mais là, en l'occurrence, Mune, c'est plutôt, on est plutôt sur le côté fan, on est plutôt sur la biche. On était les codes de Mune, c'était la biche, les yeux de biche, les oreilles de biche, effectivement le chat, mais aussi l'araignée. Mais on n'était pas dans la contradiction de certains animaux, comme vous disiez, où par exemple, l'araignée, effectivement, c'est une araignée avec un mélange d'oiseaux. Et effectivement, bon, on l'a pas pensé comme ça. On n'a pas pensé à l'idée de mélanger le prédateur et la victime dans le même heureux personnage. Hasard, alors. Heureux hasard, mais il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé dans le film et qui finissent par faire sens, ou des fois contradiction. Mais ça fait partie de la poésie de la création. Et ça fait aussi partie de la poésie tout court. C'est la belle part d'interprétation qu'elle laisse à chaque personne qui la reçoit. Ouais, sachant qu'elle est assez large sur ce film, la part d'interprétation. On a eu beaucoup de... Mais c'est ça qui est bien, ouais, c'est ça qui est très réjouissant.
Merci beaucoup Benoît Philippon, merci à Justine. vous. Si vous n'avez pas encore vu le film, je vous rappelle qu'il repasse dimanche. Parfait cadeau de Saint-Valentin à partager avec vos chéris ou vos futurs amoureux. Pourquoi pas? Moi, je vous donne rendez-vous demain, ici à 19h, avec les prochains invités du festival et de Meet the Talents. Merci beaucoup. Merci beaucoup.